Poète mes chers adorateurs, je suis Sky the Pouic Pouic, votre divinité cosmique préférée. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de Mangasaurus, qui parle bien évidemment de manga. Aujourd'hui nous allons parler d'un animé de saison puisqu'il est actuellement en diffusion. Le 6e épisode est d'ailleurs sorti il y a quelques jours. Vous aimez les mechas et le médiéval fantastique? Très bien. Alors ne bougez pas parce que c'est justement de ça dont nous allons parler. Bienvenue dans Mangasaurus, épisode 2. Eduardo, fais péter le jingle! Olé, olé. Yamete, senpai, Yamete. L'anime que je vais vous présenter aujourd'hui et qui a été créé par Isago Hamasake no se nomme sobrement Knight and Magic. Avant d'être un anime, c'est avant tout une web-série, qui sera par la suite adaptée en light novel. Pour ceux qui l'ignorent, les light novels ne font généralement pas plus de 50 000 mots, à savoir à peu près 200 pages. Ils sont garnis d'illustrations et sont écrits en paragraphes courts, sous forme de dialogue. Au Japon, ce genre d'œuvre est principalement destiné aux adolescents. En France, c'est la plateforme Wakanim qui s'occupe de la diffusion en simulcast. Maintenant que les présentations sont faites, place à l'histoire. Celle-ci nous place dans la peau de Tsubasa Kurata, un japonais à l'apparence tout ce qu'il y a de plus banal, travaillant dans un open space de la société K-Soft Works. Dès les premières secondes, on se rend compte que ses collègues de bureau ont un énorme problème de délai sur un travail important à rendre. À ce moment-là, Kurata, tel un magnifique chevalier blanc en armure, assure que c'est faisable, et se jette corps et âme dans la colossale bataille de codage qui l'attend. Kurata est un programmeur. Et un de génie en plus. Bah oui, c'est le héros, faut quand même qu'il se démarque quelque part. C'est le genre de mec qui est capable de travailler 48 heures dans une journée de 24. Balèze le mec. Un peu comme Eduardo en fait. Olé. Un génie, je vous dis. Un génie. Là, vous vous demandez très certainement où sont passés les mechas annoncés dans l'intro de la vidéo. Bah justement, j'y viens. La plus grande passion de Kurata dans la vie, ce sont les mechas. Je vous l'avais dit. Il adore dépenser toute sa paye pour s'acheter des maquettes de mechas à construire. On nous assure même qu'une des 2 pièces de son appartement en est intégralement remplie. Là, vous êtes sans doute en train de vous dire que je me fous un petit peu de votre gueule. Je vous annonce la couleur en début de vidéo, en vous annonçant un animé de mecha de fou, et au final, je vous parle d'un otaku fan de maquettes. Il est normal que vous vous sentiez un peu dupé, mais si vous continuez cette vidéo, je vous assure que vous allez y trouver votre compte. Sérieusement. Nous retrouvons donc Kurata pour son shopping journalier de maquettes. Il craque une bonne partie de son compte en banque dans son hobby favori, l'obligeant très certainement à manger des nouilles instantanées jusqu'à la fin du mois. Mais qu'importe, Kurata est heureux d'ajouter de nouvelles pièces à sa collection. Sur son petit nuage, Kurata rentre sagement chez lui, impatient de faire une vidéo de son haul. Comprendre ici butin. Faites un tour sur les vidéos des youtubeuses mode, vous allez assez rapidement comprendre ce que c'est. Suivi ensuite par une grosse phase d'unboxing des familles, là aussi, allez voir sur YouTube. Il est comblé en fait. Sauf qu'en rentrant chez lui, manque de bol, il se fait faucher comme un caca par une voiture et meurt. Là, j'imagine fortement que vous avez atteint le seuil du « Non, mais c'est quoi cette blague il se fout un peu de notre gueule, là !» Ce à quoi je vous répondrai... un peu. Non, non, c'est bon, calmez-vous, calmez-vous. Je vous rappelle que nous sommes dans un animé japonais du Japon. Nous savons tous que les retournements de situation improbables, ils sont légion. Regardez par exemple ma précédente vidéo. Genre là. Oui, c'est un placement de produit, et j'ai pas honte. Bref, comme je vous le disais, nous sommes dans un animé. Et après cette scène d'une infinie tristesse où l'esprit de Kurata ne se morfond que et uniquement que sur le fait qu'à cause de son décès, il ne pourra plus acheter de maquettes et les assembler, oui, on peut dire que le mec a quand même des priorités hors normes. On peut le dire. Nous voyons un phénix. Et nous savons tous que le phénix est un symbole de renaissance. Enfin, si vous avez d'autres significations, il faut me les dire. Mais normalement, c'est ça. Et derrière lui,
nous voyons ce qui semble être un château fort. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, on ne peut pas dire que le Moyen-Âge soit une époque très propice aux mechas ou autres joyeusetés robotiques géantes. On peut dire quand même que ça commence un peu à sentir le P pour la réincarnation de Kurata. Enfin, c'est un peu quand même, hein. Sauf que dans l'intro, je vous ai également parlé de médiéval fantastique, n'est-ce pas? Nous retrouvons donc Kurata, réincarné dans la peau d'un jeune garçon androgyne d'une dizaine d'années, fils d'une famille noble, proche du roi. Ça va. Pour le coup, ça aurait pu quand même être pire. On apprend également qu'il a quelques soucis de croissance, mais que sa mère le destine à de grandes choses. Rien d'anormal jusqu'à ce que leur voiture se fasse sauvagement attaquer par une mythe géante. Voilà, ça commence un peu à sentir la merde. S'ensuit un peu de bagarre où on voit sa mère utiliser de la magie et son grand-père qui a visiblement des articulations encore bien solides, jusqu'à ce qu'une mythe géante encore plus dégueulasse et vénère vienne se ruer sur la calèche où se trouve Kurata, qui maintenant se prénomme Ern, diminutif d'Ernesti. Alors oui, ça fait un peu pédant. Surtout quand on le dit avec son nom de famille. Du coup, ça donne Ernesti et Chevalier. Ouais. Pendant qu'Ern avance misérablement dans ce qui s'annonce comme sa seconde mort en moins de 5 minutes d'animé, une boule de feu géante jaillit d'on sait pas trop où et semble le sortir de sa torpeur. Un mecha. La simple vue de ce mecha fait remonter en lui tous les souvenirs des maquettes qu'il aimait tant construire dans sa première vie. Et semble lui redonner goût à la vie. Bah ouais, on imagine assez facilement pourquoi il avait le cafard. Sa plus grande passion dans la vie, c'est les mechas. Et il se réincarne au Moyen-Âge. Il y a de quoi un peu avoir les boules quand même. Après avoir vu les machines en action, Ern décide tout naturellement de devenir lui-même un Silhouette Knight, en apprenant le maniement de l'épée et de la magie. Magie qui fonctionne étrangement comme un programme d'ordinateur. D'après vous, réincarner un programmeur de génie fan de mecha dans un monde médiéval fantastique, où la magie et des robots géants peuvent être reprogrammés à loisir, ça sous-entend quoi pour vous? Moi je trouve qu'ils ont quand même du bol, enfin ça a bien tourné finalement. Imaginez que ce soit Eduardo et ses mouvements de danse nuls, ils auraient été sacrément dans la merde hein, quand même. Je vois pas ce qu'il aurait trop pu faire pour eux. 3 ans plus tard, Ernesti est déjà complètement rodé à l'utilisation de la magie. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va rencontrer ses deux meilleurs amis. D'abord Adeltrude et Arkid, qui vont devenir ses disciples en matière de magie. Et ensuite Batson, un nain issu d'une longue lignée de Knightsmiths. C'est ceux qui fabriquent les Silhouette Knights. A partir de là, Ernesti va complètement exploser tous les critères de l'académie des Knight Runners et va gravir les échelons à une vitesse jamais atteinte jusqu'à maintenant. Il va même jusqu'à chambouler les avancées technologiques du pays petit à petit. Il va commencer par modifier le bâton de combat, arme basique des Knight Runners. C'est un bâton avec un catalyseur sur le dessus, enfin ça sert à envoyer des sorts, c'est tout con. Bah lui, il va transformer ça en ce qu'il appelle le bâton de tir. Et ça ressemble plus à une Winchester magique, puisque ça a l'apparence d'un fusil, ça a le catalyseur, mais il fait beaucoup plus de trucs avec, enfin... Déjà, voilà, il commence par ça, le gamin, il a quoi quinzaine d'années, même pas, et il commence déjà à modifier des trucs qui sont en place depuis des centaines d'années dans le monde. Donc, voilà, le mec, il arrive, voilà, il pèse dans le milieu. Et c'est justement là tout l'intérêt de cet animé. On suit les aventures d'un personnage d'apparence juvénile qui, en fait, a la mémoire d'un adulte du 21e siècle, et la créativité et l'inventivité d'un otaku programmeur de génie. Dans un monde où la magie et les mechas peuvent être programmés, je vous rappelle. On est loin d'un shonen classique adoptant le déroulement du monomythe, où le héros, il n'a pas trop de capacité, enfin le héros sait rien faire et puis il rencontre quelqu'un qui va lui apprendre les ficelles du métier. Non, là, Ernesti, il arrive, il a déjà énormément de connaissances, et il surpasse déjà tout le monde en fait. Il arrive, il fallait juste qu'il apprenne la magie, et puis là il surpasse tout le monde, mais de très très loin.
Et c'est hyper agréable de le voir modifier des inventions en fait. Il y a des combats. Il y a des combats parce que c'est quand même des mechas, donc il faut que ça tape. Puis en plus, il y a des monstres. Enfin, il y a des combats, mais l'accent est principalement mis sur les inventions en fait. On le voit créer des machines de A à Z, on le voit bidouiller des mechas de l'intérieur, et ça c'est super intéressant. Parce que habituellement on voit surtout les combats dans les animes de mecha, alors que là, l'accent est plus mis sur la construction que les combats. Bon, même s'il y a des combats. Cependant, n'imaginez pas que le déroulement de l'animé sera simple. Ce n'est pas parce que Ernesti a des capacités magiques de dingue et qu'il est capable d'inventer des trucs que personne n'a inventé jusqu'à maintenant, qu'il va avoir aucun problème. Je vous rappelle qu'il se trouve quand même dans un monde médiéval fantastique avec des créatures géantes qui peuvent raser des villes en un coup de laser qui tire par les yeux. Et il y a aussi l'aspect géopolitique. Parce que forcément, les pays voisins, ils voient pas ça d'un très bon œil que le pays où se trouve Ernesti, donc Fremvilla, avance, technologiquement parlant, hyper vite. C'est normal, donc il va y avoir... ça va coincer à ce niveau-là. Du coup, le lot quotidien d'Ernesti va quand même être composé de complots, de trahisons, de combats... voire même de mort en fait. Donc bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus joyeux. Alors, je n'ai pas lu les light novels, mais pour ceux qui l'ont fait, il y a apparemment des différences notables entre les deux. Et par exemple, il y a des éléments qui sont passés un peu rapidement, où il manque des choses, où il y a des choses qui ne sont pas assez approfondies. Donc ça peut potentiellement vous agacer. Par contre, pour ceux qui le découvrent de zéro, comme moi, vous allez découvrir quand même une histoire rafraîchissante, agréable, avec de bons gros combats de méca des familles, ce qui est quand même sympathique, surtout que ça se passe dans un monde médiéval. C'est assez rare pour le souligner. Et c'est hyper plaisant à regarder. Et ça se suit bien en plus. Comme annoncé au début de cette vidéo, c'est la plateforme Wakanim qui se charge de la diffusion de cet animé, et vous pouvez y retrouver tous les épisodes sur leur site. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez regardé et apprécié cet anime, et si ce n'est pas le cas, pourquoi, tout simplement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine ou deux, ça dépend, pour le prochain épisode de Mangasaurus. Que le grand Bitoku soit avec vous. Boula boula, gère boula.